on arrive à défaut de l'hiver. C'est la conclusion de cette saison 1 qui est une... une conclusion très ouverte, hein, ça c'est sûr. Et ça donne très peu l'impression d'être un épisode final de saison. C'est un petit souci que j'ai, je reviendrai là-dessus en détail à la fin. Et quoi qu'il en soit, ça se poursuit après la mort de Eddard Stark, où j'ai l'impression qu'il pouvait pas avoir l'acteur, parce que on essaye de montrer sa tête décapitée à 2-3 moments, mais des fois, la première fois c'est en flou au tout début, et l'autre fois c'est sur un pic, et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit lui. J'ai pas l'impression que c'est Sean Bean. Peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais ouais, c'est pour cette apparition de quelques secondes, j'ai l'impression que c'était pas lui, quoi. C'est un détail. Il pouvait pas avoir l'acteur pour ce petit moment de quelques secondes. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Donc ils ont pris une espèce de petit sosie pour sa tête sur un pic. En tous les cas, ouais, y a Arya qui est amenée loin d'ici par... Donc apparemment c'est un mec qui l'a fait sortir des cellules à un moment donné pour une raison X. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Si ça se trouve, ce mec était présent avant l'épisode précédent, j'ai pas fait gaffe vu le nombre incroyable de personnages qu'il y a. Et donc il va partir du principe qu'il est un peu redevable à Eddard Stark et maintenant qu'il est mort, il va essayer de payer sa dette en s'occupant un peu de sa fille, mais un peu à la dure quand même, parce que voilà, maintenant il faut pas qu'elle se fasse remarquer, hein, parce que si elle se fait repérer, ça se passera très mal pour elle, et donc il décide de la faire passer pour un garçon, et tant qu'elle est encore jeune et tout, et qu'elle a pas commencé ses règles. Je reviens par rapport à ça, j'en parle, c'est parce que on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, donc ouais quoi, elle se fait passer pour un garçon pour l'instant, parmi tout un tas de petits travailleurs qu'il a sous la coupe, le mec. Donc il fait bosser des enfants des rues, des trucs comme ça, et elle va se frotter à deux sales gosses qui essaieront de s'en prendre à elle en pensant que c'est un mec. Et ouais, elle montrera sa force en jouant sur le fait qu'elle a dû tuer un type pour se barrer. Il y a 2 épisodes de ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais ouais, il y a un petit écuyer là, un fils de forgeron, un truc comme ça, je sais pas exactement, qui a essayé de l'empêcher de partir et elle l'a tué pour pouvoir se barrer avec son épée, l'aiguille comme elle l'appelle, et donc ouais, elle joue un petit peu là-dessus, on sent qu'elle gagne en force, qu'elle se raffermit avec les sales choses qui lui tombent dessus, et ouais, ça c'est un petit peu la fin avec elle, puisqu'elle part dans une carriole avec tous ces enfants-là, direction le mur. Ils vont s'occuper de certaines choses au mur, donc il y a des chances qu'elle retrouve Jon Snow. Ce serait cool qu'on voit un peu la réunion de ces personnages-là. Et petit truc aussi par rapport à ça, je craignais que ce soit le cas, et c'est arrivé, c'est le fait que Jon Snow va pas avoir l'occasion de reparler à son père pour que il discute de sa mère. Je suis sûr que la mère de Jon Snow jouera un rôle à un moment donné, hein, la façon dont elle a été montrée dans l'épisode 2, je suis sûr que ça jouera un rôle. Et ouais, ils n'auront pas l'occasion d'avoir cette discussion-là qu'il lui avait promise. Je l'avais vu venir, ça. Je l'avais vu venir. En tous les cas, ouais, il va se passer énormément de trucs. La première chose qui est très intéressante là-dedans, c'est... même si je trouve que cette mort de Eddard était pas la plus... glorieuse qui soit sur le principe par rapport au personnage même, je trouve que vous avez très bien retranscrit la réaction de ses proches. D'une part, évidemment, Arya qui le vit très mal, d'autre part, Robb et Catelyn qui sont énervés et qui jurent de tuer tous les Lannister avec ce qui s'est passé. On sent vraiment la rage et la tristesse de ces 2 personnes qui ont perdu un être très cher pour eux. Catelyn en particulier qui songe même à tuer directement Jaime Lannister. Bon, elle le fera pas parce qu'elle sait réfléchir un petit peu, mais on sent qu'elle a envie de le faire, hein, vraiment. Tandis que lui, il a la bonne répartie qu'il faut. Hein. Apparemment, vous n'avez plus personne pour vous réchauffer sur votre couche. Vous voulez peut-être que je le remplace? Bon, avec des termes un petit peu plus classe, mais même idée, quoi. Même idée.
Ouais, il y a ce côté-là, il y a cette grosse amertume et ouais, le point de non-retour évident qui est mis en avant, ne serait-ce que dans une scène avec Tyrion où il dit que ouais, il n'y a plus moyen une seule seconde d'espérer avoir des retombées pacifiques, une solution pacifique avec les Stark, vu que maintenant Geoffrey a fait tuer Eddard Stark. Il en a pleinement conscience et ouais, la famille Lannister a conscience que ça les embête plus qu'autre chose, ça. Cette décision assez impulsive du roi, qui décide de la jouer super sévère comme ça. Et ouais, il y a un truc par rapport à ça, j'y reviendrai, mais voilà. Déjà, du côté de Kathleen et de Robb, c'était assez fort. Du côté de Bran, on a ce côté qui a été un peu mis en avant dans des épisodes précédents. Rêve prémonitoire, entre guillemets. Parce qu'il refait son rêve avec le corbeau à 3 yeux une fois de plus, et ça le mène vers des catacombes où se trouverait son père. Ces catacombes en question, il y est amené par la femme qui l'accompagne depuis 2-3 épisodes maintenant. Et ouais, juste pour lui faire la visite, dire ouais, c'est là le tombeau des grands de la famille. Son grand-père, sa tante qui était avant promise au roi Robert, etc. etc. Et ouais, s'il a été amené là, c'est un signe pour qu'on lui montre, pour qu'on lui fasse comprendre qu'il est mort. Semble-t-il, hein, parce que sur le coup, ça va pas plus loin que ça, quoi. Il y a ce rêve prémonitoire qu'il a amené, lui et son petit frère aussi, son petit frère qui apparaît rapidement dans les catacombes de Winterfell. Et si non, voilà, si ça ira pas plus loin que ça, puisqu'ils apprendront la mort de leur père par pigeon. Et ouais, il y a un moment assez fort là-dedans où le maître de Winterfell le dit à Bran et où on s'éloigne un petit peu, on fait un silence, on les entend pas parler et c'est de la bonne mise en scène. Et il y a pas mal de bonnes mises en scène comme ça, une fois de plus. Du côté de Sansa, on sent que l'amour ne brille plus trop de son côté envers Geoffrey, hein, vraiment, parce qu'elle est toujours promise à lui. Il y a même Geoffrey qui dit à un moment donné, oui, quand vous commencerez à saigner, ce sera à ce moment-là que je devrais faire des enfants avec vous. Alors, ça c'est un truc, un détail. Ouais, donc on remet en avant ce côté, ouais, dès lors qu'une future reine, une reine directement, a ses règles, on doit lui la faire enfanter, hein, l'engrosser. Et juste un truc par rapport à ça. Ok, c'est pas le souci de cette coutume d'époque, c'est juste le fait que l'actrice a clairement eu ses règles avant. C'est un truc, quoi. On doit faire avec le fait que nos actrices, nos acteurs et actrices ont grandi, mais ouais, l'actrice, elle commence à avoir un peu des formes. Pas énormément, mais un petit peu des formes, quoi. Elle a eu ses règles. Elle a atteint sa puberté. Ou alors il y a un gros problème, hein, parce que je... Non, elle a atteint sa puberté, hein. Donc... C'est le petit détail à la con, quoi. Puisque vous mettez ça sur le tapis, ouais, on va attendre que vous ayez vos règles pour se mettre à fond dans le lit, ouais. Et ouais, non, ça doit déjà être fait. Bon, j'imagine peut-être qu'elle essaye de lui cacher ça et puis il fait pas gaffe parce qu'il y connaît rien. Geoffrey, c'est pas impossible qu'on veuille faire passer ça. En tous les cas, ouais, Geoffrey se la pète encore un petit peu en disant que elle doit lui obéir, etc. Et pour ça, pour la mettre au pas, elle lui fait voir la tête sur un pic de son père et de sa suivante rapidement, donc oui, elle est bel et bien morte. Et je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe, il y avait d'autres têtes mises sur un pic, peut-être qu'il y avait celle de Syrio Forel. J'ai pas trop fait gaffe aux têtes, je vous cache pas. Parce que moi j'ai surtout fait gaffe au fait que c'était clairement pas la tête de Sean Bean pour moi ça. Enfin bon, et ouais, Sansa qui dit ouais, je dois lui obéir parce que c'est mon mari, et qui se dit ouais, je le déteste maintenant. Elle essaye même de saisir l'opportunité de le jeter dans le vide à un moment donné. Et on sent vraiment toute la colère qui est mise par rapport à ça. La mise en scène, une fois de plus, très bien foutue. Et ouais, on sent qu'il va y avoir ce gros ressentiment qui se mettra en place. Et pas mal de choses qui commencent à se mettre en place dans cet épisode. C'est-à-dire des choses qui mettront le temps pour se porter à ébullition, en gros, si j'ose dire. Et ouais, c'est le cas avec Arya qui commence un petit peu une nouvelle identité avant de ressurgir après
pour s'en prendre à Joffrey ou pour ressurgir une fois que la famille Stark sera remise en avant. Je ne sais pas, nous verrons bien. Et Sansa qui, ouais, en a gros sur la patate concernant Joffrey et qui, je suis sûr, aura toute envie de s'en prendre à lui, de le tuer à n'importe quel moment. C'est très intéressant ça, hein, cette espèce de ressentiment qu'on met en place. Et c'est le cas aussi pour Robb et sa mère, puisqu'on va pas avoir la conclusion du grand conflit entre les Lannister et les Stark. Ils préparent juste leurs armées, tandis qu'ils discutent un petit peu de ce qu'ils comptent faire par rapport aux frères de Robert, les Baratheon. Si je me souviens bien, j'ai du mal à retenir tous les noms une fois de plus. C'est-à-dire Renly et Stannis, et Robb, surtout ceux qui le suivent, les seigneurs qui le suivent, se disent non, on veut pas de ceux-là sur le trône, on veut directement mettre notre roi du Nord. Robb, roi, c'est ce qu'ils se disent. Et ouais, je pense que c'est un peu la colère qui parle. Je trouve que c'est pas super bien réfléchi quand même. Et même par rapport à leur envie du moment, ce qu'ils veulent sur le coup, c'est pas tant monter sur le trône, c'est surtout se venger des Lannister. Et une des meilleures façons d'avoir l'ascendant sur eux, ce serait de s'allier à d'autres armées, à d'autres royaumes, d'autres seigneurs, notamment les frères Renly et Stannis, qui sont censés être les prochains sur le trône. Mais non, apparemment, ils se disent oui, on va se débrouiller sans eux, et on va prendre le trône nous-mêmes. Sachant que s'ils le font, ils auront d'autres ennemis après. C'est pas super intelligent de leur part, quoi. Alors, j'ose espérer peut-être que c'est juste une idée d'un moment et que, après réflexion, ils partiront sur ce compromis de s'allier à Stannis et ses armées. Ce serait la chose la plus intelligente à faire, je trouve. Mais ouais, sur le coup, je trouve que c'est pas très réfléchi comme idée. Hein, c'est la fierté qui les porte et pas vraiment la réflexion, la tactique. En tous les cas, ouais, il y a quand même ce côté où les choses se mettent en place et rien ne se résout puisque les armées sont toujours sur le pied de guerre. Il y a il y a Jaime qui est toujours captif. D'ailleurs, oui, on le découvre dans une scène. Alors, où on montre bien que Cersei, en fait, elle a un penchant pour l'inceste, mais avec le premier frère, cousin qu'elle croise, parce que voilà, au moment où elle apprend la nouvelle de la capture de Jaime, elle était en train de coucher avec son cousin, ou je sais pas trop quoi, enfin celui qui était l'écuyer de Robert, qu'on avait vu à quelques reprises. Et ouais. Apparemment, elle aime bien coucher avec sa famille. C'est un truc des Lannister comme des Targaryens, semble-t-il. On aime bien coucher entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. Étant donné qu'il y a, comme je l'ai dit, une dizaine de noms qui n'arrêtent pas de se rattraper à chaque fois qu'on monte des personnages, ça se demandait s'il n'y a pas de la consanguinité chez tout le monde, en fait. Enfin bref, ouais, je sais pas trop. Moi, j'aurais plutôt vu, par rapport à ce qui a été montré au début, la relation entre Jaime et Cersei comme quelque chose d'assez unique, exclusif, mais non. C'était bizarre cette scène, quoi. Ce petit moment, j'ai moyennement accroché, je vous cache pas. C'était un peu gratuit, pour moi. Enfin bref. Il y a Tywin, leur père, qui est un petit peu décontenancé par ça, se dit un petit peu contrarié parce que voilà, il est dans une situation délicate. Ils peuvent pas s'en prendre comme ça tout de suite à Stannis et Renly parce que ce sera pas aussi simple avec les Stark qui veulent s'en prendre à fond à eux et toute tentative de paix quelconque annihilée par la décision de Joffrey. Et c'est pour ça que pendant qu'il s'occupe un petit peu de gérer le front, il envoie son fils Tyrion à Port-Réal pour être la nouvelle main du roi. Ce sera lui qui chargera un petit peu de gouverner en second derrière Geoffrey. Et avec ce qui a été montré comme relation entre ces deux-là dans l'épisode 2 avec le passage des claques, je suis sûr que ça va être un petit peu tendu comme relation roi-main du roi. Hein. Ça risque de pas être aussi pacifique qu'on pourrait l'espérer. Ouais, il doit partir. Son père veut pas qu'il amène sa Catin avec lui. Catin qui est donc Shae, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et ouais, ça essaie de nous la jouer genre, il y a une espèce de lien fort qui s'est noué entre ces deux-là. Et il tient pas
assez éloignée d'elle. Shay qui, elle aussi, a l'air de vouloir être du côté de Tyrion, qui sent un petit peu vexé, insulté d'être traité de vulgaire catin. Alors que oui, c'était pas un peu ce qu'elle est, c'est un peu comme ça qu'il l'a rencontré. Je sais pas, il y a une espèce de fierté chez Shay qui est un petit peu bizarre en fait. Ses origines sont assez mystérieuses pour l'instant, elle les garde un peu secrètes. On sent que ça va être un personnage d'importance. Après, sur le coup, je trouve que cette relation entre Shay et Tyrion est a pas été amenée de la façon la plus détaillée qui soit, ce qui fait que cette espèce de moment où il se dit ok, je veux partir devenir main du roi à Port-Réal, mais je veux absolument que tu sois avec moi malgré ce que dit mon père. Je trouve que ça aurait pu avoir plus de poids si on avait plus mis en avant dans d'autres épisodes avant entre ces deux-là. À nouveau, hein, si vous aviez viré toute la partie autour de Tyrion qui se fait capturer, etc., ce qui, je le redis, n'amène pas à grand-chose dans le grand ordre des choses finalement, et que vous aviez mis, je sais pas, plus en place cette relation entre lui et Shay sur plusieurs épisodes, ça aurait eu plus de poids, je pense. Donc voilà, sur le coup, c'est pas que c'est mauvais, quoi que ce soit, c'est juste que, ouais, ça manquait de temps pour s'instaurer avant. Mais voilà, sinon, Tyrion est toujours égal à lui-même, j'apprécie toujours autant. Hein, il a ce côté un peu cynique, mais aussi conscient de ce qui se passe. Et le fait qu'il veuille braver un petit peu les ordres de son père parce que sa famille a jamais été particulièrement fière de lui de son côté, comme ça avait été montré dans l'épisode précédent. Donc ouais, c'était très intéressant ça. Et oui, là une fois de plus, ça se termine là. On va pas voir Tyrion qui arrive à Port-Réal et qui commence sa fonction de main du roi. On attendra l'épisode suivant de la saison 2, quoi. Énormément de choses qui sont laissées en suspens. Mais quasiment toutes laissées en suspens dans cet épisode. C'est ça qui est un petit peu... qui est un peu problématique. À nouveau, j'y reviendrai. Bref, ça, on a à peu près... fait le tour de tout ce qu'il y a à dire sur le conflit Lannister-Stark dans cet épisode. C'est à peu près là-dessus que se termine tout ce conflit-là. Il ne reste plus qu'à parler donc des deux intrigues parallèles autour d'une part, Jon Snow qui, en apprenant la mort de son père, se dit merde, j'ai envie de déserter pour aller les rejoindre et combattre avec eux, mais il est stoppé par Sam et ses deux autres amis, Pip et je sais pas qui lui disent ok, mais tu as juré allégeance à la garde du mur et tu peux pas te défiler, surtout que tu seras poursuivi pour désertion, etc. si tu fais ça. Et donc il finit par être convaincu, malgré son ressentiment et sa rage qu'il a ressenti, et il reste. Voilà, c'est un moment assez fort où on montre un petit peu tiraillé par ses deux envies, son devoir et son envie du moment. Et oui, il finit par rester dans le coin, surtout après que Mormont lui a dit ouais, bravo, c'est bien d'avoir vu tes priorités parce que le conflit Lannister-Stark est pas aussi grave que ce qui nous attend avec les marcheurs blancs. D'ailleurs, il se dit, on va pas attendre que l'hiver arrive, ça viendra pas dans cette saison, on va attendre un petit peu avant que cet hiver arrive, et on va directement marcher au-delà du mur pour aller confronter ces marcheurs blancs et leur montrer de quel bois on chauffe. Les chauffer directement eux-mêmes, hein, ce serait pas mal puisque c'est un peu leur truc. Et ouais, ça se termine là aussi. C'est ouais, énormément de trucs en suspens, comme je l'ai dit. Et ouais, c'est bien foutu, hein, une fois de plus. Ah, autre chose dont j'ai pas parlé, qui est un petit peu en lien avec les pouvoirs mis en place avant de parler du dernier morceau autour de Daenerys, c'est qu'on se centre davantage sur les conseillers, hein, le conseil du roi, avec d'une part déjà un des vieux conseillers qu'on a vu depuis le début, hein, depuis l'épisode 3, on le voit, et qui nous fait tout un laïus alors qu'il parle à une prostituée qui, il me semble que c'est la prostituée favorite de Théon qui a quitté Winterfell pour se rendre à Port-Réal, etc. Il me semble que c'est elle, je suis pas un spécialiste, et qui nous fait un petit peu son topo des rois qu'il a connus, sachant que oui, il y a eu Aerys Targaryen, Robert Baratheon et maintenant Geoffrey. Voilà, ils apparemment, ouais, j'en ai connu des rois, surtout les trois dont on a toujours parlé, mais sinon je sais pas s'il y en avait eu avant, ou alors Aerys Targaryen est resté longtemps au pouvoir, je ne sais pas. Une fois de plus, c'était un peu
pas tant de l'exposition qu'un résumé gratuit, mais c'est bien amené par l'acteur qui montre un petit peu son côté expérimenté. C'est vraiment quelqu'un d'assez vieux et son jeu en fait, son jeu très bien qui met un petit peu en avant tout ce qu'a vu défiler le coin. Et c'est pour ça que j'aurais pas été contre qu'il développe davantage sur, je sais pas, le roi avant Aerys Targaryen. Peut-être qu'il y en a eu un autre avant, mais il n'a pas du tout été mis sur le tapis ou quoi que ce soit. Ça aurait été cool de davantage appuyer là-dessus pour faire cette liste, pour montrer un petit peu tout ce qu'a eu passé le pays. Et voilà, ça montre un peu la sagesse du gars, son expérience. Et le fait qu'il commence un petit peu à radoter aussi parce qu'il se perd un peu dans ses propos. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu. Et je sais pas la façon dont on le montrait, tousser, et ne plus être sûr de lui-même. Je pensais que ça aurait été je sais pas, un dernier rappel au personnage avant d'en finir avec lui, de le tuer, mais non, il meurt pas. Puis il a fini son histoire avec la prostituée. Il fait quelques étirements avant de partir. Et voilà, il est reparti. Pour être conseiller du roi. C'était un peu bizarre comme scène, mais l'ambiance de cette scène, ce qu'elle met en avant, ce dont elle parle, j'ai trouvé que c'était assez intéressant quand même. Et ouais, autre scène entre Varys et Baelish, et une fois de plus, j'adore ces deux-là en tant que duo. On voit vraiment qu'ils se respectent, qu'ils ont de l'estime pour ce que représente l'autre, en dépit du fait qu'ils ont des mentalités différentes, une fois de plus. Et ouais, c'est très bien mis en scène, ça. Tous les moments entre ces deux-là sont assez savoureux à regarder. Il ne reste donc plus que le segment autour de Daenerys qui est assez copieux dans cet épisode, puisqu'on la voit se réveiller du rituel de magicien de la sorcière, là, la sorcière guérisseuse, qui, aux surprises, a tué son enfant pour sauver Khal. Enfin, c'est un peu particulier parce que, ouais, son cheval, c'était juste pour le décor. Ouais, j'ai tué son cheval, apparemment ça suffisait pas, son fils est venu là, et puis bon, on l'a tué en même temps. À nouveau, c'est amené super mal. Et je vais le redire, parce que c'est un gros souci pour moi, toute cette histoire de « Oh là, je suis mourant parce que j'ai une plaie qui s'infecte !» Et puis le côté « Ah, elle s'apprête à accoucher, mais il n'y a personne pour la faire accoucher, à part la guérisseuse. » Comme par hasard, c'était ultra grossier, ultra gros et ça passait très moyennement. Mais ce que vous avez fait autour de ça, ce que vous avez développé autour de ça, j'ai apprécié. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est entaché par la prémisse, ce qui amène ça, mais la façon dont vous développez les choses, j'ai beaucoup apprécié dans ce qui vient. Donc ouais, l'enfant de Daenerys est plus ou moins mort-né. En fait, il est né en étant une espèce de truc monstrueux. On pouvait pas juste dire « Ah, il est mort-né, votre Altesse ». Non, non, il est né monstrueux, il a eu des écailles, il avait des vers sous sa peau. Il a vomi du sang jaune. Tous les trucs dégueulasses auxquels vous pensez, c'était ça, votre enfant, madame. On est assez dégueulasse pour vous. Est-ce qu'on est une série mature, oui ou merde? Gratuit, un petit peu gratuit je trouve. En dehors de ça, ouais, son enfant est né monstrueux et donc il est mort-né après ça. Et ça a permis de donner la vie à Khal Drogo, vie entre guillemets parce que maintenant c'est un légume. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler et il est juste vivant sans pouvoir rien faire. Et ça amène une conversation que j'ai appréciée entre Daenerys et la guérisseuse, Miri, un truc comme ça, j'en dis son nom une fois ou deux, punaise, il y a tellement de noms à revenir, et puis elle crève dans cet épisode, qu'est-ce que j'en ai à foutre de retenir son nom à cette femme? Bref, ouais, elle lui dit, oui, mais je vous ai sauvé la vie, comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu ne pas me dire tous les tenants et les aboutissants que ça impliquait? Bon, sachant qu'elle lui a dit que ouais, il y avait un grand coup à payer, donc ouais, t'as pas trop écouté, t'as juste suivi ton envie de soigner ton chéri sans aller plus loin, ma petite, hein, t'es un petit peu à blâmer pour ça, mais elle lui dit, ouais, vous m'avez sauvé la vie. Ok, mais quelle vie, quoi. Tout mon village a été rasé, tous les gens que j'ai guéris ont été tués sous mes yeux, tous les gens que je connaissais, et même avant que vous interveniez, on m'avait déjà violé 3 fois. Donc, vous avez sauvé quelle vie exactement? Et ouais, maintenant j'ai la vie sauve grâce à vous, et votre mari a la vie sauve grâce à moi. Elle voit ça un petit peu sous le même
sous le même point de vue. Et j'apprécie ça, c'est très parti de sa part, cette conversation. Mais bon, elle le vit quand même très mal, Daenerys, et se dit, merde, mon mari pourra plus jamais bouger de sa vie. Et donc, Daenerys la croit sur parole et se dit que Khal Drogo ne pourra plus vivre après ça. Voilà, on a viré Sean Bean, l'acteur le plus de renom de notre série, le deuxième acteur le plus connu de notre série, Jason Momoa. On le vire aussi, hein. On va pas les faire durer plus d'une saison, ces deux-là. Et elle se dit, ok, je pourrais plus être avec mon amour, le soleil éternel de mes jours, comme elle le dit. Et elle, avant de l'envoyer mourir en l'étouffant avec un oreiller, elle lui dit, on se reverra avec un de ces quatre quand je crèverai le plus tard possible sans doute. Je sais pas exactement comment elle l'a dit, exactement. Je me souviens plus en détail. Quoi qu'il en soit, ouais, elle le tue dans un moment assez triste. Alors ça c'est un truc, à nouveau, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, je trouve que vous n'avez pas instauré de façon particulièrement saisissante la relation entre ces deux-là, mais je trouve quand même que les sentiments que Daenerys éprouve pour Khal Drogo dans ces deux derniers épisodes transparaissent très bien grâce à l'actrice. Hein. C'est un très bon point que je tiens à souligner, hein. Je trouve que l'actrice fait très bien passer ça. Et donc voilà, elle est très attristée que son mari ne soit plus là. Il y a tous les guerriers, à quelques exceptions près, du clan qui l'ont laissé là, avec bon, les quelques fidèles et les esclaves qu'elle a gardés pour elle, mais les autres, tout le clan, les Khal Dragi ou je sais plus trop quoi, c'est à décider de se barrer, ils ont pris un nouveau chef, etc. Je les trouve assez cléments parce que, sérieusement, avec les conflits qui ont été mis en place dans les derniers épisodes, je m'attendais genre, oh, vous n'êtes plus notre reine, maintenant on va vous prendre comme esclave, on va vous violer ou un truc comme ça. Non, non, hein. Vous vous démerdez, vous êtes seul dans votre coin, mais on vous obéit plus, c'est tout ce qu'ils disent. Plutôt sympa, je m'attendais à pire. Vraiment, je m'attendais à pire de leur part. Hein. Et ouais, donc elle se retrouve seule avec Jorah, quelques fidèles et la plupart des esclaves qui sont restés là. Et elle décide de faire un truc, de combiner plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, on va faire un grand feu pour, d'une part, brûler le cadavre de Khal Drogo dans l'honneur, brûler la sorcière, la guérisseuse, hein, Miri, hein, si je me souviens bien à nouveau, et faire ma renaissance dans les flammes, entre guillemets. Parce que bon, on avait montré qu'elle craignait pas la chaleur. Elle se dit, punaise, je vais aller jusqu'au bout, je vais mettre les œufs de dragon fossilisés dans les flammes, et moi avec, et je vais montrer ma renaissance en disant, ouais, vous n'êtes plus mes esclaves, vous pouvez partir si vous voulez, mais si vous restez avec moi, vous serez mes frères et sœurs, et je vous protégerai, nous formerons une armée unie, etc. Et donc, elle se jette dans les flammes, alors que Jorah est un petit peu inquiet, parce que ouais, je suis pas sûr que vous surviviez, ma reine, hein, et ouais, c'est un petit peu compréhensible, mais bon, elle se jette dans les flammes quand même, le bûcher se termine, et c'est là qu'on découvre qu'il a survécu, sans ses vêtements. On va pas louper une occasion, elle la foutre à poil, et c'est normal, hein, je vois pas pourquoi ses vêtements n'auraient pas brûlé, mais bon, elle a clairement survécu, et cette espèce de feu purificateur, je sais pas trop quoi, a permis au dragon fossilisé d'éclore. Maintenant, elle a 3 petits dragons avec elle. Ça, je savais à un moment donné qu'elle manipulerait les dragons. Ça fait partie des trucs que je savais sur le personnage. Donc voilà, ça vient en fin de saison 1. Et c'est la seule conclusion d'arc de cette série quand j'y pense. De cette saison quand j'y pense. Et c'est ça le souci. C'est ça le léger souci que j'ai avec cet épisode. Et c'est un très bon épisode qui poursuit très bien l'histoire. Le côté conclusion de saison, je le ressens très peu. Alors, c'est pas trop un problème à titre personnel, parce que bon, moi je vais enchaîner les saisons les unes après les autres, donc c'est pas comme si j'allais être frustré de pas savoir ce qui se passe par la suite, mais c'est un truc que j'apprécie quand même quand on marque une fin de saison, de vraiment marquer cette fin, en disant qu'on met fin à un arc important. On peut bien entendu laisser des trucs en suspens, mais je trouve ça quand même important de mettre fin à un arc qu'on a mis en place. Et c'est pas le cas ici. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les séries Lost, Buffy contre les vampires et d'autres séries un peu de ce genre-là, où on essaye vraiment de mettre fin à un certain arc quand on termine la saison. Là, non. Et c'est un petit peu gênant pour moi. Pas énormément, hein, c'est pas gravissime non plus. Et puis, comme je l'ai dit, moi je vais enchaîner les épisodes, donc pas de soucis, mais voilà. Ça aurait pu avoir un côté un tout petit peu plus conclusif. C'est pour ça que j'ai quand même pas mal apprécié la conclusion sur Daenerys, parce que ça donne vraiment une conclusion d'arc. Elle sera plus avec
le groupe de barbares se sera complètement émancipé de la chose. Khal Drogo est mort. De façon un peu frustrante, je le dis à nouveau, mais quand même, c'est une conclusion intéressante. Et voilà, ça va être une dynamique tout à fait différente autour de Daenerys qui se prépare pour la suite de la saison 2. Ça, c'est un truc qui me plaît. Par contre, le reste, c'est juste, on met en place des choses et qui demandent à être poursuivies de façon comme on l'aurait fait dans un épisode classique en milieu de saison, en fait. Et oui, c'est pas un problème pour un épisode en soi. Il faut voir ça comme une grande saison entière et pas des petites saisons les unes à la suite des autres. À ce moment-là, peut-être que ça passe mieux. Pour un épisode à suivre comme tous les autres épisodes, il est bien foutu, dans la même lignée que la plupart des épisodes de cette saison, et je suis impatient de voir la suite. Je suis impatient de voir le moment où Joffrey tombera cette petite merde aussi. Vraiment, hein. Par rapport à Viserys, je crois que je le déteste encore plus maintenant, Geoffrey. Donc, je suis assez impatient de le voir tomber à un moment ou à un autre, celui-là. Les autres Lannister, ça passe encore. J'arrive à avoir un peu d'appréciation pour eux, mais alors lui, vivement qu'il tombe celui-là. Un connard qu'on adore détester. Voilà, à bientôt pour la saison 2. Au revoir.